le mettre après. Donc je recommence. Donc moi je fais partie d'une asso d'un collectif associatif qui s'appelle COPLIB et qui est issu à la base d'une épicerie autogérée qui a été créée à Villers-Cotterêts dans le nord de la France. Et en fait les personnes qui sont arrivées dans COPLIB au départ se sont dit ouais mais qu'est-ce que c'est que cette forme d'autogestion? Ça fait longtemps qu'on va dire on est dans la recherche militante de chercher des formes d'organisation qui vont plus loin vers l'égalité politique entre les personnes. Il y a une échelle d'autogestion qui va du plus autoritaire au plus libertaire, et il y a des trucs qui sont plus libertaires que d'autres, sans dire que ceux qui sont moins libertaires ne le sont pas. Ils le sont moins. Voilà, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se jouait entre les personnes, à quoi on pouvait raccrocher ce système d'épicerie, et on en a tiré ce truc qui s'appelle les règles du jeu de la Cocoricope, qui vaut pour les autres épiceries autogérées parce qu'après nous dans l'association on aide des collectifs à créer leur épicerie sur ce modèle-là, et donc ça fonctionne sans employés, sans patron, sans manager, sans hiérarchie, sans représentant, sans élection, sans conseil d'administration ni bureau, sans réunion, sans AG, sans commission, sans contrôle, sans heures obligatoires. Je fais des pauses parce que sans gluten. Avec ou sans gluten, ça fait pas partie ça dépend. Sans surinvestissement, sans burn-out, sans interdiction, sans charte, du coup, donc avec ou sans gluten, sans gestion informatisée, sans marge, sans endettement, sans standardisation, sans satisfaction client. C'est un gros truc de libertaire, quoi. Sans salaire, du coup. Ouais. Sans salaire. Bah oui. Sans salaire. Et donc au début, sans employé, sans patron, sans manager, sans hiérarchie. Alors du coup, mais parce qu'en fait, quand on présente les choses avec ce qu'il n'y a pas, c'est concret, et les trucs qu'il y a, c'est plutôt des concepts. Alors du coup, c'est moins concret. Donc qu'est-ce qu'on a? On a de la confiance, de l'égalité politique, de la liberté d'initiative, de la tolérance, du lâcher-prise, de la responsabilité individuelle et collective, de la conscience du bien commun, et un truc qui s'appelle de l'émoustillement coopératif, la triple. Donc voilà un peu les bases, et avec ça, en fait... Cette brochure a date de 2022. Aujourd'hui, il faudrait qu'on la remette à jour. Puis il y a plein de trucs qui se sont passés. Et on a écrit un manuel qui date de l'année dernière, mais il y a encore des trucs qui se sont passés. Voilà, donc ça se finit jamais. On peut essayer de figer des trucs, mais c'est pas fini. Mais en gros, comment je nommerais le truc aujourd'hui, c'est que pour raccrocher ces deux façons de voir le collectif, avec certains qui vont défendre le consensus qui doit se passer en réunion. Et en fait, nous, aujourd'hui, on pourrait appeler ça, de manière un peu habile, mais je pense que ça passe, le consensus autogéré. C'est-à-dire que le but est évidemment de fonctionner au consensus, mais de s'enlever toute la lourdeur et les prises de pouvoir qui vont avec le phénomène de la réunion et des assemblées générales et des élites qui se forment dans ces cadres-là, qui posent plein de problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, les décisions peuvent avoir l'air d'être prises de manière individualiste, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous la liberté de prendre n'importe quelle décision à partir du moment où on va défendre l'intérêt collectif de sa propre vision des choses. On se dit, les produits sont par terre, si je construis une étagère, les produits sont plus par terre. A priori, ça a l'air de ne pas poser problème. Le lieu est ouvert, je mets une barrière qui fait que des gens vont pas oser rentrer. Et moi je vais m'opposer à ça, parce que là en fait moi je vais y voir une atteinte au pouvoir d'avoir l'usage du bien commun de certaines personnes qui vont pas oser légitimement passer une barrière, alors qu'il y en a qui vont oser légitimement passer des barrières. Et donc en fait quand on prend des décisions, alors ça veut pas dire qu'on prend forcément des décisions individuelles, ni qu'on ne peut pas se réunir en tant qu'être humain. C'est le problème du mot réunion. C'est-à-dire que là on fait une réunion, on peut se réunir par exemple pour faire un inventaire, et on est plusieurs dans l'épicerie à faire un truc ensemble. Mais c'est pas une réunion avec le formalisme de la réunion qui va générer des rôles assez précis, des personnes qui ont l'information et d'autres qui ont moins l'information, des personnes qui vont s'imposer par la parole, par tout un tas de mécanismes qu'on va pas détailler là parce que ça prend du temps. Donc on peut prendre des décisions individuelles en essayant de penser soi-même, a priori, est-ce que ma décision va poser problème? Et dès que c'est une décision un peu qui a de l'effet sur les autres, enfin, je veux dire, si on casse un produit, on nettoie, on n'a pas besoin d'envoyer un message à tout le monde pour dire j'ai cassé un produit, j'ai nettoyé. C'est pas, voilà. Par contre, si on casse une caisse,
complète. Ouais, par exemple, si on casse une caisse complète, là on commence sachant qu'on est sur une épicerie à prix coûtant, donc on arrive sur de la perte sèche pour tout le monde. On peut pas forcément la tuner tout seul, donc comment on communique nous dans ce système d'épicerie? Il y a différentes épiceries qui ont différents systèmes, mais nous on a une mailing list. Donc quand on envoie un mail dans cette mailing list, tout le monde la reçoit. Et donc on dit j'ai cassé une caisse, je peux pas payer, comment on fait? Et donc là il y aura va se créer des prises d'initiative ou des propositions. Et à la fin c'est là où il n'y a pas opposition, il y a décision en fait, sans attendre que tout le monde ait validé, qu'on ait réuni je sais pas quelle commission. Le problème par exemple des commissions, c'est que les commissions ont beaucoup plus de pouvoir d'interdiction et de pouvoir de centralisation, ce qui fait que on perd énormément de temps à attendre la validation de telle commission. Par exemple, quand on a des modèles avec commission, on appelle ça des épiceries participatives. Il y a des gens qui ont le pouvoir dans les commissions, et puis il y a des gens qui ont le droit de ranger les produits dans les rayons. Donc nous, tout le monde a le pouvoir sur toutes les commissions qu'il peut imaginer dans sa tête. Certaines épiceries avec commission, pendant le Covid, la commission hygiène a dit on ferme l'épicerie. Oui, il y a un truc qui m'intrigue un peu. C'est par exemple j'ai regardé hier le prix du pesto parce que j'ai produit un peu de pesto d'ail des ours, enfin un peu beaucoup même de pesto d'ail des ours au printemps, puis je l'ai vendu sur le marché. Oui. Et imaginons qu'on veuille intégrer dans l'épicerie à prix coûtant des produits locaux faits par des copains à droite ou à gauche. Ça va être le prix coûtant, parce que là c'est le prix coûtant que l'achète la Biocop, auquel il est vendu ici à peu près. Ouais, qu'elle achète une épicerie de taille... de petite taille. Plus petit qu'une Biocop, mettons. Mais mettons une petite Biocop. Voilà, une petite Biocop, imaginons une petite épicerie. Puis après tu as des volumes qui peuvent... Les volumes te permettent de faire baisser d'avoir plus de remises et tout ça. Et donc... Comment est-ce qu'on peut intégrer, parce que là je vois beaucoup de choses qui me plaisent bien, hein. Je consomme pas tout le temps du lait de coco, mais même ça qui vient de loin, ça peut m'arriver une fois ou deux dans l'année d'en consommer, etc. Mais par exemple, si je veux faire venir la farine du paysan, de l'agriculteur qui produit sa farine, mais quand même le rémunérer lui un peu là-dessus, le rémunérer justement, est-ce que ça peut s'intégrer à cette épicerie-là ou est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qui en empêcherait? Le tarif qui est pratiqué, est-ce qu'on va réussir à proposer, par exemple, moi s'il vend sa farine, elle risque d'être plus chère que celle-ci, quoi. Je comprends qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de tout ça, mais l'idée pour moi de l'alimentation en local, c'est quand même de rémunérer à prix juste le producteur aussi, quoi. Oui. Mais là les personnes qui ont produit pesto sont payées, alors elles sont peut-être pas... Ah bah oui, c'est sûr. C'est de l'usine, c'est machin, mais je veux dire, toi qui aurais produit ton ail des ours, tu vas le vendre au prix que tu as bien envie. Je veux dire, l'épicerie... Surtout que ce format d'épicerie a, parmi ses avantages, le fait qu'on n'a pas de force de négociation. Donc si tu veux, on va te dire, on va te prendre 18 pestos, ça te fait pas ton année. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc négociation zéro. Enfin, nous, dans ce système d'épicerie, on demande aux producteurs de nous faire le prix revendeur, parce qu'on est. En fait, la plupart des revendeurs, ils ont des salariés, donc en fait, ils margent à 30%. Et il y a une personne, les salariés prennent cet argent pour leur salaire. Dans cette épicerie, on marge à zéro. Et l'argent n'est pas distribué à quelques personnes sous forme de salaire, mais à tout le monde sous forme de remise. Donc en fait, il y a le même travail qui est effectué, de mise en rayon, de déballage, de passer les commandes, de gérer les relations, etc. Mais la répartition des richesses est faite différemment. Mais, donc après, le producteur décide de son prix. D'accord. Après, c'est dans n'importe quel magasin, tu as des produits haut de gamme, des produits bas de gamme. Tout à fait, alors on n'est pas obligé de... D'accord. On pourra parler des différences. Il y a des gens qui vont dire comment ça, on peut avoir des produits bas de gamme. Alors du coup, nous comment on fonctionne? Parce que après il y a peut-être des façons de faire qu'on n'a pas pensé, mais à Villers-Cotterêts, on paye un loyer. Il y a la plupart des autres épiceries en général, ils ont des loyers réduits ou des loyers où ils payent juste les charges. Soit c'est des proprios qui mettent à disposition les locaux, soit c'est des mairies. Enfin, nous on paye un loyer commercial, on va dire. Donc mais en gros, souvent quand même, il y a une cotisation annuelle qui permet de payer l'éventuel loyer, les charges, l'assurance, le compte en banque, ces charges fixes là. Et ensuite, comme les prix c'est chiant parce que quand on rajoute la TVA à 5,5% d'un prix de 1,09, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça fait 1,155555. Ah, c'est ce qu'on a vu. Du coup, nous dans l'épicerie, on a une espèce de règle un peu qui est plus ou moins respectée parce que chacun est plus ou moins libre de prendre ses responsabilités avec ça. Donc il y en a qui arrondissent aux 5 centimes supérieurs, il y en a qui arrondissent aux 10 centimes supérieurs.
Il y en a qui arrondissent les petits prix aux 5 centimes supérieurs, il y en a qui... Bon, mais en gros, l'idée c'est qu'on fait quand même un petit arrondi pour que ça soit simple à calculer, que s'il y a des trucs cassés, c'est une espèce d'assurance globale qui représente pas grand chose à l'année, mais qui représente genre 1% peut-être de marge moyenne, qui permet de financer de la casse, de la perte, des trucs qui tombent par terre, enfin, genre quand on a du vrac, il y a toujours de la farine qui tombe par terre. Quand il y a des noisettes, il y a toujours une bonne 50aine de noisettes sur un sac de 25 kilos qui finissent par terre. Et qui sont... Voilà. Bon, il y a un peu ce truc-là. Et donc ça, c'est le côté consommateur, comment ça se passe. Et comment on passe les commandes, c'est qu'on met tous de l'argent d'avance sur un compte commun. Donc l'épicerie repose sur un système juridique associatif. L'association n'a pas d'activité associative au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire pas d'assemblée générale, pas de présidence, conseil d'administration, je sais pas quoi. Mais c'est un outil administratif qui permet d'avoir un compte en banque, une assurance, un numéro de SIRET, signer des bails, signer des contrats, parce que acheter des produits c'est signer des contrats. Donc avec ce petit outil administratif, on a un compte en banque. Sur ce compte en banque, on verse tous de l'argent à proportion de ses moyens ou de son envie de faire fonctionner l'épicerie. Et plus on met de l'argent, plus il y a du stock. Ensuite, cet argent, mettons qu'on a mis 100 euros chacun. Cet argent, c'est toujours le nôtre. Donc avec ces 100 euros, on fait ses courses dans l'épicerie. Ouais. Ah oui, c'est logique, ça sera. Et plus on laisse de l'argent, par exemple, si on dit, je mets 50 euros, enfin je mets 100 euros, et à chaque fois je redescends à 50 euros, je remets 50 euros. Et si on est 100 personnes, on a 5000 euros de stock. Si on a 100 euros de crédit qui descend pas, on a 10 000 euros de stock à 100 foyers. Quoi. Et donc l'argent qui est sur le compte, ensuite n'importe lequel des membres, ou laquelle des membres, peut prendre n'importe quelle somme pour acheter n'importe quoi pour le compte du collectif. D'accord, ok. Sachant que, encore une fois, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire ou qu'on a envie de le faire comme ça. On peut se réunir à 3, il y en a 2 qui regardent ce qui manque, un qui note dans le fichier du fournisseur ce qu'il y a. Ça on considère que c'est pas une réunion. On distingue la réunion de prise de décision qui vaut qu'il y a des gens qui vont interdire des choses aux autres sous prétexte qu'ils ont fait une réunion, et se réunir pour faire des trucs en commun. Okay. Vous avez, j'imagine, une charte éthique qui justifie d'acheter tel ou tel type de produit, ou pas particulièrement plus que ça? Non, enfin en tout cas c'est un modèle qui refuse ce format-là, d'accord. Un peu par principe, parce que les interdictions sont des moyens d'exclusion. Ouais, c'est pas inclusif. Ouais. Donc nous on part du principe que, en fait, sans faire de charte, il va quand même plus ou moins se produire des phénomènes sociologiques, c'est-à-dire que quand tu vas créer ton épicerie dans ton coin, vous allez vous réunir entre gens qui ont déjà des pratiques politiques plus ou moins équivalentes, et donc de ce fait-là va se lancer par l'épicerie, par le bouche à oreille, par les réseaux, par les gens qui s'intéressent au fait de créer une épicerie, je sais pas quoi. Et on va se rendre compte que finalement on vient pas du tout pour les mêmes raisons, et que ces raisons sont antagonistes, mais que souvent on va pas les mettre on va pas aller jusqu'au moment où on se rend compte que soit on va aller jusqu'au moment où on se rend compte qu'on n'est pas d'accord, et donc il va y avoir une partie des gens qui vont être exclus par le rapport de force. Il y en a qui vont dire ici ça sera bio et local, et donc tous ceux qui sont pas qui n'ont pas cette possibilité ou qui sont pas d'accord, ils s'en vont, ou alors ils créent un rapport de force. Ils pourraient, mais je veux dire, dans l'idée, si je commence à dire moi je suis vegan, donc en fait il n'y a pas moyen qu'il y ait de la viande, des produits laitiers dans l'épicerie, il y a peut-être la moitié des gens, c'est pas leur truc, donc en fait ça va pas. Puis il y en a, ils vont interdire l'alcool parce qu'ils sont musulmans, et puis il y en a ou d'autres raisons de pas boire de l'alcool, c'est pas forcément ça, mais il y en a qui vont interdire les produits pas bio parce qu'ils veulent du bio, et à la fin qu'il ne reste plus rien. Si je vais jusqu'au bout, mais pour le coup, d'une charte qui inclurait tout le monde. Ouais, mais du coup c'est super organique, et je trouve ça très intéressant dans les expériences d'autogestion, et je pense que c'est ultra important, et que c'est comme ça en fait qu'il y a des choses qui se montent, et que après du coup on puisse affirmer aussi des besoins chacun et chacune, et potentiellement recréer d'autres espaces et tout ça. Mais du coup c'était juste pour faire pour rebondir sur une expérience que moi je côtoie par chez moi dans la campagne, du coup, où pour le coup c'est des copains qui ont co-monté une épicerie qui est coopérative pour le coup, où il y a des statuts ou machin, et en fait
avec des personnes de la campagne profonde de ouf et qui connaissent pas du tout les milieux autogérés ou des choses comme ça, et du coup il y a plein de débats qui se créent et plein de du coup de rapports de pouvoir pour le coup qui se créent, parce que aussi il y a des gens, mais même dans les milieux autogérés, en fait, il y a sans cesse des rapports de pouvoir qui se font et des rapports de domination et tout ça. Et en effet, je pense que c'est des choses qui sont inhérentes, en fait, à nos rapports humains. Et j'imagine que même dans le Cocoricope, là, vous devez le vivre, ce genre de truc, quoi. On est des humains, donc tout va bien. Mais on va dire ce qu'il y a de quand même relativement extraordinaire dans ce modèle-là, c'est que il y a une partie des rapports de pouvoir qui peuvent pas se produire. Ils ne peuvent pas se produire du fait des règles du jeu qui sont instituées, à savoir que, vu qu'on ne peut pas interdire aux autres d'avoir les valeurs que l'autre veut, c'est-à-dire que même quand moi je prends des exemples un peu extrêmes, mais mettons quelqu'un arrive avec des dates d'Israël. Bon il y en a, moi le premier, ça a sauté au plafond, et du coup, il y a eu le cas au début, mais c'était il y a 5 ans, il y avait déjà les massacres, mais c'était moins en tête d'affiche, dans l'actualité. Et du coup, il y a une personne qui a passé un mois entier à venir tous les samedis expliquer aux gens pourquoi en fait ça pouvait poser problème. Et depuis, je crois que ça s'est pas trop reproduit. Mais ça pourrait arriver que quelqu'un revienne, n'est pas au courant de ce truc-là, passe une commande de ça en étant, soit en s'en foutant, soit en ne sachant pas qu'il y ait... En plus ils utilisent des sigles, il n'y a pas marqué Made in Israel, il y a marqué je sais plus quoi. Et quand bien même, il y aurait quelqu'un, quelqu'un de complètement pro-israélien qui voudrait absolument des dates d'Israël, et cette personne a le droit de ne pas être exclue du bien commun à ce titre, donc pourrait passer sa commande. C'est un exemple un peu débile. Si je prends du Nutella, voilà, quelqu'un il veut absolument du Nutella ou quelqu'une. Soit, il y a aussi un truc un peu hypocrite ok, donc on exclut le Nutella d'épicerie, mais la personne, si elle en veut, elle va aller chercher chez Leclerc, ou chez Super. Peut-être que le producteur de dates en Israël est profondément anti-Netanyahou, et ça on le sait pas, quoi. En plus, ça on le sait pas, mais je veux dire, du coup. Mais donc, l'idée c'est que, malgré toutes les dissensions politiques qu'on peut avoir entre nous, l'usage du bien commun reste le même, c'est-à-dire qu'on a le même pouvoir de l'utiliser. Donc on va pas s'exclure sur le produit particulier, on va s'exclure sur l'envie d'avoir cette règle égalitaire au niveau du pouvoir qu'on a de commander, d'utiliser l'argent commun, qui moi ça me paraît beaucoup plus central d'avoir ce pouvoir égalitaire que que d'exclure des produits au nom de tout un tas de trucs, donc en plus on n'est même pas sûr tellement des fois des implications concrètes que ça, quoi. Pour certaines personnes, des animaux morts c'est pas des produits, quoi. Du coup, est-ce que c'est du bien commun ? Comme le fait de faire du coup une épicerie avec des mecs, on pourrait dire on fait une épicerie en non-mixité de mint, donc de meufs trans, intersexes, machin, parce que en fait les mecs dans une épicerie ils vont trop faire chier, ils vont trop prendre la place, ils vont trop s'occuper des commandes, ils vont trop... En plus bizarrement, tu vois, je suis un mec, donc je parle, j'explique un modèle d'autogestion. Au départ, on s'est rien dit du tout, parce qu'au départ, on a monté une épicerie, après, on s'est mis à penser, quoi. Non, mais replaçons les trucs dans leur contexte. On n'arrive pas avec, on pense le monde, et puis, non, on fait des trucs, et après, on en tire éventuellement des idées. Alors, nous, on vient d'un contexte où on est dans une ville qui est gérée par le RN aujourd'hui, et donc, on s'était dit, si on essaye toujours d'essayer de trouver des stratégies pour faire des trucs, d'essayer de toucher des gens, je sais pas quoi, comme les RNP, comme tout, comme les rencontres nationales de permaculture, je sais pas. On s'est dit on va pas faire d'exclusion politique, on va faire un truc où on veut que des gens viennent et on va pouvoir reconstruire du commun avec sans exclure d'office des gens en disant si vous êtes pas raciste vous venez pas, et chez nous tu fais ça, on est 8, voilà. Donc on s'est dit on va faire une espèce de porte d'entrée qui sera l'épicerie autogérée, on n'exclut personne pour des raisons politiques, et à partir de là on va faire de l'éducation populaire éventuellement, et il y a des véganes à l'épicerie qui mettent des affiches, qui font des ateliers, qui font du travail politique, mais sans que ces personnes puissent interdire, parce qu'après on pourrait, alors bien sûr on pourrait dire bah oui mais les animaux ils ont pas demandé, machin, donc, et donc à ce titre on pourrait faire une exception d'interdiction, machin. Nous on n'exclut pas que ce modèle peut être bâti sur des exclusions quand même, donc on pourrait dire on crée une épicerie qui ne sera autogérée que par des meufs,
C'est-à-dire que le pouvoir ne sera égalitaire ne sera pas égalitaire avec toutes les personnes, mais il y aura un groupe qui aura l'égalité et pas les autres. Non. Mais ça doit être posé dès le départ un peu, enfin en tout cas il faut le poser comme tel. On a des épiceries qui se sont montées genre que bio, mais parce que il y avait des histoires de subventions, sinon ils perdaient les subventions. Bon bah ok, cette épicerie, il y a une exclusion de fait qui est admise dès le départ par tout le monde, parce qu'il y a une contrainte. Donc on pourrait dire qu'en fait il y a une épicerie autogérée végane, mais on est conscient que ça exclut tous ceux qui veulent pas ce truc là. Et ça peut être ok. Nous on dit pas qu'il faut pas le faire, juste il faut être conscient de ce que ça produit. Donc par exemple dans une petite campagne machin, bon bah clairement tu crées un objet politique mais qui n'est pas hyper inclusif du milieu dans lequel on se trouve à ce moment-là. Combien vous êtes à participer à cette cagnotte qui permet de faire tourner l'épicerie et d'acheter les produits? Nous à Cocoricope, on a été jusqu'à 130 foyers. D'accord. Là, suite à tout un tas d'histoires, on est 80. D'accord. Donc après ça va sûrement remonter. Et ça peut aller, la plus grosse épicerie qu'on connaît sur ce modèle-là, elle a ils ont plafonné à 250, parce qu'après on arrive à des notions de taille humaine, qu'on sait pas gérer on sait pas gérer avec un modèle aussi simple, des gens qui se connaissent plus, des gens qui n'ont plus de... Aujourd'hui, tu vois, moi je connais, je sais pas, un tiers ou 50% des gens, je les connais. Et donc on vit ensemble, enfin, on a une communauté en fait. On appelle ça un bien commun communautaire, parce qu'en fait il s'adresse à une communauté. Alors qu'il peut y avoir des communs d'intérêt général qui auraient, je sais pas, une ampleur beaucoup plus grosse, mais qui se géreraient pas du tout pareil, parce que la thune, il va falloir... par exemple, aujourd'hui à BrainPie, on essaye de penser BrainPie comme un commun général, qui n'est pas juste une communauté, qui peut intégrer n'importe quel adhérent qui paye une cotise. Mais ça génère plein de trucs à comment on gère la thune, comment on répartit le pouvoir, et qui est pas si facile que là où on a un modèle un peu clé en main. Je me demandais, du coup, tu disais qu'il n'y avait pas de gestion informatique, et du coup, ça m'a amené à te demander comment est-ce que vous faites du coup pour les commandes et tout. Enfin, j'imagine quand même que ça passe par l'ordi. Et si vous avez plusieurs fournisseurs, du coup, et voilà. Du coup, j'imagine. Enfin, je sais pas. En fait, l'informatique. Donc, nous, on considère que l'informatique est un système, sont des systèmes technologiques d'accaparement du pouvoir, quasiment tous, parce que dans sa conception même, l'informatique nécessite... on a pas mal cherché des trucs qui existeraient de manière vraiment autogérée, vraiment avec un pouvoir qui peut pas être accaparé, mais la manière dont est conçue l'informatique, il y a toujours un truc d'administration derrière. Et s'il n'y a pas d'administration derrière, faut jeter la clé, c'est-à-dire on n'a plus de sauvegarde. S'il y a un bug, on n'a plus accès par exemple à des trucs de code source. Si on jette la clé du code source pour que personne puisse la choper, le jour où on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans le code source, on l'a plus, quoi. Voilà. Donc l'informatique, et en plus, il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur les algos. En fait, comme c'est l'humain qui programme la machine, toutes les oppressions systémiques, elles se retrouvent dans l'algo. On sait que les algos, ils favorisent les hommes, ils favorisent les blancs, avec toutes les bonnes intentions. On pense juste que comme c'est des impensés, des informaticiens qui vont plutôt être des hommes blancs, ou que le pouvoir politique commande. Des fois c'est pas l'informaticien lui-même, mais la commande est politique, donc on veut un truc centralisé, on veut un truc, voilà. On sait que certains logiciels d'algo de la police, au début, vu que c'est des intelligences artificielles elles apprennent que la délinquance c'est dans les quartiers pauvres, donc ensuite elles disent faut aller faire des rondes dans les quartiers pauvres, du coup ils trouvent plein de délits dans les quartiers pauvres, du coup l'algo envoie tout le temps la police dans les quartiers pauvres. Ça se fait déjà tout seul, mais ça engraine encore plus. La petite parenthèse informatique. Donc, de base, on va considérer que tout ce qui se fait tout ce qu'on peut éviter de faire par informatique permet d'éviter des oppressions et un principe d'autogestion hyper simple qui est ce qu'on n'a pas besoin n'est pas nécessaire. Donc, si on peut faire sans, en fait, pourquoi on fait avec? Donc, quand on dit gestion informatique, c'est que la plupart des autres modèles d'épicerie reposent sur des logiciels de gestion. Donc ils ont la gestion des commandes, la gestion des clients, en plus ils appellent ça des clients, la gestion des factures, la gestion des stocks, donc ils vont rentrer les produits,
ils ont besoin d'un informaticien ou d'une informaticienne qui sait gérer, mettre en place le logiciel, le maintenir, qui donne un pouvoir énorme souvent à une personne, qui a à la fois du pouvoir et qui en plus est dépendant, c'est-à-dire que si cette personne s'en va, l'épicerie tombe, donc en fait cette personne est en plus emprisonnée un peu, souvent c'est une galère une fois que tu t'es lancé là-dedans, enfin ouais. Donc nous on dit, voilà, ça c'est beaucoup plus une saloperie qu'un truc efficace en fait. Évidemment qu'il y a éventuellement peut-être, enfin, et puis comment on définit l'efficacité? Est-ce que l'efficacité c'est d'aller le plus vite possible et de pouvoir imprimer des listes de clients et de fournisseurs, ou c'est une efficacité politique où en fait on va avoir un pouvoir équivalent et tant pis si les produits ne sont pas dans une base de données, parce qu'en fait quand on a ça comme produit, si toi et moi on se dit tiens on va faire le groupe commande pour repasser la commande le prochain coup, et ben on va rapidement voir ce qui est vide et on n'a pas besoin d'une informatique qui nous dit où est-ce que c'est vide. Enfin, donc voilà, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas d'outils informatiques parce qu'on est dans le monde d'aujourd'hui. Donc tout à l'heure j'ai parlé de la mailing list. Donc parce que en autogestion on a besoin que l'information elle soit diffusée au maximum à tout le monde, puisque l'information c'est une des formes d'accaparement du pouvoir. Donc plus il y a des personnes qui vont être en connaissance de certaines choses que les autres n'ont pas, et plus on délite l'autogestion. Il y a des gens par exemple qui veulent souvent bien faire en disant nous on a, à un moment donné, je sais pas, il y a plusieurs fois, la première fois la porte elle est fracturée. Enfin, en fait, la porte a été fracturée. Voilà, il y a des gens qui commencent à se dire on va pas le dire à tout le monde, donc ça circule entre 3-4 personnes qui se connaissent, qui sont un peu identifiées comme machin, comme étant un peu plus dans les fondateurs de la COP, genre de trucs, enfin, d'épicerie, et pour soi-disant protéger le collectif. Enfin, en tout cas, dans l'intention, qui est une intention machin, que tout le monde a, il faut protéger ses enfants, il faut pas leur dire que la mort existe, enfin, je sais pas quoi. Donc ouais, je fais des digressions. Et du coup, on répare le truc. Une semaine après, refracturer la porte. Oh là, c'est sûr, il y a un problème. Il faut qu'on en parle encore moins parce que en fait, il faut d'abord commencer. Et donc, et en fait, non, il faut envoyer. Et en fait, il s'avérait que, je sais pas, il y avait des vis qui étaient toutes pourries. Et en fait, chaque fois que quelqu'un tirait dessus, ça s'arrachait. Et en fait, c'était un pauvre problème de maintenance. Enfin, et dans tous les cas, ça a posé plein de problèmes parce que ça génère des trucs d'élite informelle, de gens qui n'ont pas confiance dans le collectif, dans le fait qu'on transmette l'info. Donc l'idée, c'est quand même de se transmettre l'information vraiment au maximum, quand bien même ça fait peur de dire que tout le monde doit avoir l'information. Quand bien même on a des bonnes idées que des fois faudrait protéger le collectif, moi je pense que pas. Nous, on est une épicerie où il y a des gens qui rayonnent à 20 km aller-retour. On pourrait fonctionner avec des panneaux écrits que dans l'épicerie, mais faire 40 km pour avoir des informations, c'est quand même pas le plus écolo, machin, donc on a ce système-là. On pourrait tout doubler aussi par panneau, mais bon, là, après c'est une flemme collective, mais peut-être, non mais, je sais que par exemple, il y a une épicerie à Amiens, elle est en centre-ville, ils ont des gens qui viennent de beaucoup moins loin, ils veulent pas fonctionner par liste informatique, ils fonctionnent tout par panneau, mais en fait, ils ont quand même une boîte mail qui gère, par exemple, certains fournisseurs, machin, et tout le monde n'y a pas forcément accès, donc il y a quand même un truc qui peut se jouer à cet endroit-là. C'est comme en permaculture, tout est contextuel, donc il pourrait y avoir une raison que dans tel contexte, on n'ait pas besoin de cette mailing list. Il y en a qui vont vouloir fonctionner avec du WhatsApp, il y en a qui vont vouloir fonctionner avec du AgoraKit, avec tout un tas d'outils plus ou moins informatisés. WhatsApp, c'est avec tous ceux qui n'ont pas de smartphone. Il n'y a jamais de solution miracle. La solution, c'est de garder à l'esprit que le principe, c'est que l'information circule au maximum. Mais on a d'autres petits outils, parce que on a des outils pour visualiser ce qu'il y a sur le compte en banque. Parce que en fait, on pourrait théoriquement donner l'accès à tout le monde au compte en banque, mais en fait c'est une galère parce qu'il faut la carte d'identité de tout le monde, il faut radier tout le monde quand les gens sont plus adhérents, il faut prendre rendez-vous avec la banque, puis la banque, il faudrait négocier pendant 200 ans pour qu'ils acceptent d'avoir 150 personnes qu'on vu sur un compte, alors que déjà voilà. Et en fait c'est pas si utile parce qu'on a un système où il y a deux ou trois personnes qui ont accès en visuel sur le compte et une personne en paiement, mais ces personnes n'ont pas de pouvoir en fait. Elles n'ont pas le droit de dire, elles doivent appliquer une règle de base qui est que 2 fois par semaine elles actualisent le montant sur un outil informatique du coup auquel tout le monde a accès, c'est un clic sur un fichier quoi, c'est un montant sur un fichier. Et puis la personne qui paye
elle reçoit une facture, elle paye. Elle n'a pas à dire si telle facture est légitime ou pas. Mais du coup, il y a quand même des mandats quoi pour ces personnes-là. Okay. Donc il y a quand même une responsabilité qui pèse sur le dos de personnes. Du coup, on a besoin de rôles, comme dans la société, on a besoin de rôles sociaux. Là, on a besoin de rôles un peu spécifiques. On pourrait peut-être encore trouver d'autres manières, mais nous, on a trouvé un système avec... Donc tout à l'heure, je parlais des associations. Donc dans une association, l'assemblée générale n'est pas obligatoire, le président, le bureau n'est pas obligatoire, le conseil d'administration n'est pas obligatoire, et en fait quasiment rien n'est obligatoire, même la compta n'est pas obligatoire. Et il y a beaucoup de croyances aussi sur la préfecture, donc la préfecture n'a pas de rôle d'autorisation des associations, elle a un rôle d'enregistrement des associations. Et le ministère public peut attaquer en justice des associations. Donc on peut créer des actions qui disent n'importe quoi, y compris de détruire la République française, mais là Darmanin n'est pas content, il dissout. Parce que là c'est juridiquement pas mal. Mais en gros les seules obligations dans une association c'est un nom, un objet social, une adresse, et qu'on ne doit pas contrevenir à la forme républicaine de gouvernement et aux bonnes mœurs. Et à part... Donc c'est un peu vague ce truc, mais ça veut dire que on peut pas remettre en question, on peut pas créer une association de promotion, d'exploitation, d'esclavage, ça n'a aucun sens, voilà, donc heureusement, mais voilà. Enfin, on peut la créer, mais on sera dissous. Dans la FNSEA dont tu parles là ? Voilà, on peut créer la FNSEA, et la FNSEA n'est pas dissoute, c'est bizarre. Mais il y a un principe qui dit que la légalité dépend de ta place dans la société. Vous voyez, c'est écrit sur le bar, c'est bon. Et donc moi je dis ça, donc les assos 1901, on peut les organiser comme on veut. Et donc nous on a écrit des statuts dans le cadre de l'association pour essayer de coller à ce modèle d'épicerie, parce qu'au début on essayait d'expliquer aux personnes qu'on pouvait utiliser n'importe quel asso. C'est pas parce qu'il y a écrit dans les statuts qu'on doit faire une AG qu'on est obligé de faire une AG. Parce que des statuts c'est un contrat entre membres. Si les membres s'en foutent de respecter le contrat, un peu comme un contrat de mariage, je veux dire, si on peut être marié et ne pas respecter engagement du mariage, donc mais on s'est rendu compte qu'il y a plein de collectifs à qui ça pose problème parce qu'il n'y a pas de support écrit, parce que il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils ont été vaguement tirés au sort coprésidents, ils se prennent pour des coprésidents, donc nous on a décidé de remplacer ces termes, et parce que il y a une autre obligation qu'on doit avoir, c'est donner des noms à la préfecture des personnes. Alors, c'est comme ça que c'est dit, qui à un titre quelconque s'occupe d'administrer l'association. Donc ça veut pas dire grand chose. Donc on pourrait théoriquement donner le nom de tous les adhérents, mais nous on veut pas faire ça, parce que on n'aime pas trop donner des noms à la préfecture. Mais du coup, on tire au sort 2 personnes, qui s'appellent des messagers administratifs, et on aurait pu donner des noms encore plus délirants, enfin, genre, on aurait pu dire c'est 2 palettes, je veux dire... Non, pour dire à quel niveau on peut écrire des statuts, enfin, on pourrait dire il y a 2 palettes, et le rôle des palettes, et le rôle des 2 palettes, c'est c'est pas très sympa pour les palettes. J'essaie de pas être trop oppressif, mais ça va, c'est du moment. Et du coup, les 2 palettes, elles ont pour seule mission de transmettre du courrier qui arriverait au nom de l'association. Et là, je récite les statuts, et si elles se comportent au titre de messager administratif ou de palette autrement que transmettre du courrier, elles sont démises de leur fonction, un nouveau tirage au sort a lieu. Donc voilà, une espèce de rôle sans pouvoir qui sert à rien si ce n'est assurer cette obligation légale. Donc voilà, on a des rôles, mais qui sont des rôles, là en l'occurrence par exemple ces 2 rôles, ce sont des rôles légaux. Voilà, on a besoin d'assurer cette fonction légale, elle nous embête, et donc on a trouvé un moyen d'y pallier, qui génère pas de prix, enfin en tout cas pour l'instant on n'a pas vu que ce truc dans les collectifs ça va pas générer des prises de pouvoir, parce qu'en fait il y en a pas, enfin, on peut pas utiliser ça pour dire moi je suis messager administratif, alors voilà. Non, ça, en plus c'est un terme qui renvoie rien, parce que président ça renvoie plein d'idées à des gens, de gens qui ont du pouvoir, et donc ça crée des idées dans la tête, quoi. Alors que messager administratif on sait pas quoi en faire, et palette personne qui se la pète d'être une palette. Mais encore une fois, c'est pas vrai. Mais on a d'autres rôles, donc qui sont donc là on a un problème avec les banques qui sont très centralisatrices. Je vous apprends rien, je pense. Qui veulent tout le temps un propriétaire du compte. Même l'asso ne peut pas être le propriétaire du compte. Il faut une personne physique. Donc pareil, on tire au sort une personne qui est titulaire du compte, qui n'a rien le droit de faire si ce n'est transmettre le courrier de la banque. Et si elle fait quoi que ce soit, elle est démise de ses fonctions. D'autres, à ce titre. Ça veut pas dire que cette personne ne doit rien faire d'autre dans l'épicerie, mais elle peut pas se réclamer de son titre, comme le font souvent les présidents, les secrétaires,
et les conseils d'administration pour agir et imposer des idées aux autres ou des actions, donner des ordres, quoi. Et on a donc ces deux personnes que nous on a nommées donc créditomancien, créditomancienne. Donc c'est la personne qui lit dans les comptes bancaires pour dire s'il y a de la trésorerie disponible. Parce que quand on veut passer une commande, en gros on passe par cette personne ou par cet outil. En fait on a toujours une personne et un outil là pour la thune. Donc l'outil, parce que par exemple quand ça va plus vite de passer par l'outil et de savoir s'il y a l'argent que d'attendre que des fois la personne elle est en vacances, elle répond 15 jours plus tard, ah bah merde il y avait la promo, je sais pas quoi. Bon. Donc on a l'outil, mais on a toujours la personne pour les gens qui veulent pas utiliser l'outil. Donc on peut aussi, et cette personne, sa fonction c'est auxiliaire de trésorerie. Donc elle n'a pas de pouvoir sur la trésorerie, elle n'a pas le droit, elle n'a pas son mot à dire sur est-ce qu'une commande est pertinente ou pas. Elle doit juste aider les gens à savoir si l'argent est disponible quand ils en ont besoin. Donc ça c'est le créditomancienne. Et donc par exemple, il y a 3 000 euros sur le compte, j'ai besoin de 2 000 euros pour passer une commande de grossiste. J'appelle la créditomancienne ou je regarde sur le petit outil, il y a l'argent, je passe ma commande, et puis basta, en fait, c'est tout. Et ensuite, j'envoie ma facture à l'arroseur ou l'arroseuse. Donc l'arroseur, c'est simple, sa fonction, tu reçois une facture, tu payes, et tu ne discutes pas. Et ce qui fait, et pareil, donc si la personne se comporte à ce titre de quelconque autre manière, elle est démise de ses fonctions, et donc toujours la même histoire. Et pareil, dans les rôles tels qu'ils sont décrits dans les statuts, c'est que ça doit être tournant, parce que en fait, ça peut quand même arriver à créer finalement une position de pouvoir. Enfin, il y a deux raisons. Les gens qui vont arriver demain à l'épicerie, ils n'auront pas vu tout ce que vous avez fait individuellement. Qu'au départ, il y a des produits par terre. Enfin voilà, et là, il y a des étagères qui ont été construites. C'est magnifique. Et donc, ils arrivent en tant que consommateurs, et on peut pas. Et à juste titre, en fait, ils arrivent, tout roule. Et donc ils ont l'impression qu'il y a une orga, que s'ils ne sont pas habitués à l'autogestion, ils vont pas se sentir légitimes d'aller faire et défaire ce qui a déjà été pensé. Et le fait de dire ça fait 3 mois que tu es là, tu vas être messager administratif. Non, si, mais en fait il n'y a rien à faire. Si tu reçois du courrier, éventuellement tu nous en feras par quoi. Ah bon, ça va en fait. Et donc et ces personnes souvent elles vont commencer à se poser des questions beaucoup plus sur comment ça marche. Parce que ça crée quand même une espèce de responsabilité un peu... Alors qu'avant, elles avaient la même responsabilité, parce que statutairement, il y a un article qui dit qu'on a tous le droit, de manière égalitaire, à signer des contrats. C'est-à-dire que théoriquement, on peut vider le compte, on peut... si on est propriétaire du local, on pourrait le cramer... parce que dans la propriété, il y a l'usus, il y a l'usufruit, l'usus, le fructus et l'abusus. Alors évidemment ça n'a aucun sens ce que je dis, ça n'a aucun sens à cramer l'épicerie parce qu'on en a le pouvoir, parce que c'est la limite, c'est pas parce qu'on a du pouvoir qu'on doit l'user, encore moins pour détruire ce qui est commun. En tout cas c'est l'idée de ce genre de la société que moi j'ai envie de véhiculer à travers ce genre de projet autogéré. Et donc les rôles, on a quand même des rôles un peu identifiés, parce qu'on a identifié que la compta quand même dans les collectif, c'est quand même un endroit où se prend du pouvoir, donc on essaie de l'éclater au maximum là en 5 personnes qui n'ont quasiment pas de pouvoir formel en tout cas. Et pareil, le système du tirage au sort, c'est souvent perçu comme une galère parce que on le pense comme un truc avec des convocations. Donc on envoierait des courriers à tous les adhérents 15 jours à l'avance avec et en fait donc on a plusieurs systèmes de tirage au sort qui ont besoin de rien, si ce n'est une personne se rend compte que le messager administratif, ça fait 1 an et 3 mois qu'il ou elle est messager, et je lance le tirage au sort. Et le tirage au sort, c'est... et donc on prend les 5 personnes qui suivent le prénom de la personne qui est en place, et on dit au prochain, est-ce que tes tirs au sort, tu prends pas, parce qu'on peut aussi refuser. Il y a des gens qui vont refuser pour x, y raison. Et en général, au bout de 3-4, il y en a un qui prend le truc, quoi. Mais du coup, pas de convocation, pas de machin. Et après, on peut aussi utiliser des petits outils, parce que ça peut encore générer des gens qui ont calculé que Germaine... on peut toujours trouver, quand on veut prendre le pouvoir, on a toujours des stratégies. Mais après, on peut lancer des systèmes de dés informatiques, si on veut. Bien que l'informatique, c'est pas bien, mais il y a des systèmes où on peut créer des petits tirages au sort avec des papiers et des chapeaux. Voilà pour les rôles, mais après il y a plein de rôles informels qui se prennent aussi, parce que par exemple la passation des commandes, des fois c'est vachement confortable de garder sa commande qu'on gère depuis 3 ans et de pas trop la faire tourner, parce que
ça va vite parce qu'on sait le faire, parce que voilà, et que c'est quand même bien de faire tourner tous ces trucs-là. Ça, c'est un des gros écueils qu'on a dans les modèles autogérés, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'autogestion et à comment on la met en place, comment on la favorise, et puis il y a tout un tas de gens qui vivent là-dedans, comme dans la société actuelle, il y a plein de gens qui vivent dans le capitalisme sans jamais se demander qu'est-ce que ça peut bien leur faire, et puis il y a plein de gens qui disent mais ce serait bien de comprendre comment ça marche pour éventuellement en changer ou le mettre par terre ou en profiter à fond. Donc là, du coup, plus on se penche sur comment ça fonctionne, et plus on se rend compte de ce qui est nécessaire au-delà du truc qui a l'air super simple que je raconte, mais en fait il y a beaucoup de transmission, beaucoup de déconstruction des rapports de pouvoir qui peuvent exister de manière insidieuse, de beaucoup d'éducation populaire à se faire entre nous pour que on s'est aperçu que plus de la moitié des gens du début ils avaient disparu, parce que nous beaucoup de gens déménagent, des gens qui partent à la retraite ils se barrent, des gens qui changent de boulot ils se barrent, et en fait donc tout, et c'est 50% de nouveaux qui ont un peu remplacé, même s'ils sont un peu moins, et ils n'ont pas vécu tout le truc d'aventure du début, pourquoi l'épicerie s'est créée, l'histoire s'est un peu perdue. Il y a des gens qui transmettent plus ou moins bien, et des gens qui voient pas l'intérêt de transmettre ce que moi je transmets, eux ils vont plus transmettre que les prix sont pas chers, que c'est sympa parce qu'il y a des ateliers le mercredi soir de danse, de machinette, qui fait des ateliers de danse, il y a des gens par exemple ils considèrent que c'est normal qu'il y ait des gens qui gagnent plus que d'autres alors qu'ils passent le même temps de travail. Sous prétexte que par exemple ils auraient passé du temps à faire des études par exemple. Voilà. Donc il y a des humains moins bien parce qu'il y en a, ou meilleurs parce qu'ils ont fait des études, et ceux qui n'ont pas fait des études sont moins bien. Donc est-ce qu'ils sont encore complètement humains ou sont humains moins bien? Donc en tout cas, digression à part. Est-ce qu'on a des bénéfices humains? Plein. Est-ce qu'on a des problèmes humains? Plein. Non mais j'arrive pas à trouver un angle pour répondre facilement à ça, c'est pour ça que j'ai digressé. Une fois qu'on pose le cadre, qu'on est tous à égalité, en fait, les gens ils savent que c'est chez eux. En fait, épicerie autogérée, c'est pas un très bon mot en fait, parce que épicerie, c'est un mot de merde qui renvoie un peu un truc capitaliste. Ça renvoie à un endroit avec des gens où on va acheter des produits en tant que consommateur. Ça renvoie pas tellement à un truc. Ça renvoie à un truc de marchand, quoi, un monde marchand. Ça renvoie pas à un monde de communauté. De gens je trouve que c'est plus le statut d'épicier qui est un peu une insulte, mais pour moi une épicerie c'est quelque chose d'assez joli qui peut alimenter une petite zone de campagne, une épicerie mais il y a plein de gens qui dépanne. Non mais tout à fait. Voilà. Mais ça renvoie quand même à cet imaginaire marchand, et pas que. Ça renvoie à des étagères bien rangées pour certaines personnes. Ça renvoie à un service client. D'ailleurs j'ai dit sans satisfaction client. Je veux dire, on pourrait foutre les produits par terre en fait. C'est-à-dire, ça empêche en rien l'épicerie de fonctionner, que ça soit beau ou pas. Mais épicerie ça renvoie quand même à un endroit. Alors après je dis pas, on est des humains, on aime bien que ça soit beau et bien rangé, hein, c'est pas tout le monde, mais je veux dire voilà. Donc on pourrait appeler ça cellier commun autogéré. Enfin, il y a personne qui va s'intéresser aux mots, ça ne renvoie à rien au départ. Ils vont entendre des mots qui savent rien dire, et au bout de 4 jours ils vont dire mais on pouvait acheter des produits au cellier commun autogéré quoi. Mais, voilà. Donc on dit donc les invendus, donc ça génère donc chez tout le monde, chez tous les adhérents qui ont mis donc 40 balles de cotisation annuelle par an, qui peuvent perdre leur mise si c'est mal géré en fait, le fait qu'on veut pas d'invendu parce qu'on est à prix coûtant et qu'on n'a pas de bénéfice à part cette petite marge dont je parlais au début, et que donc on n'a pas envie qu'il y ait d'invendu. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu ferais si... J'imagine qu'il n'y a pas de droit de retour sur aucun produit chez les producteurs, chez les fournisseurs. Enfin, en fait, il y a plein de... il y a des... Moi, je sais pas, il y a des producteurs qui acceptent les dépôts-ventes, par exemple. J'essaierai de voir déjà avant, par exemple, sur un produit qui va être périmé dans un mois ou deux. Je pense à un pesto, si on en revient à cette histoire-là. Peut-être le proposer et dire aux gens, puisque c'est vous qui autogérez le truc, peut-être portez-vous sur les produits qu'on risque de perdre, parce que sinon on va les perdre, c'est un peu débile, c'est notre truc à nous, c'est un peu con. Après, au pire des cas, s'il y a vraiment des trucs qui deviennent très périmés ou qui sont un peu bof, peut-être éventuellement voir si on peut perdre un peu moins d'argent que ce qu'on perdrait si ça devait être balancé à la poubelle, donc peut-être les brader un petit peu avec un petit pourcentage en moins, ou faire j'en sais rien, il y a plein d'options quoi, j'imagine. Et en fait,
Toi, t'as ces idées-là, je pense qu'on peut trouver à peu près 8 autres idées si on demande à chacun comment il ferait. Et les gens, et si on fait confiance à ce truc décisionnel, qu'on peut prendre des décisions tant que ça ne contrevient pas à la capacité aux autres à prendre des décisions, c'est-à-dire la tension qu'il y a entre le désir centralisateur qu'on a tous en nous et le désir libertaire qu'on a tous en nous, quoi. Et on a tous des peurs, et ces peurs, elles vont générer des croyances, ou alors on a tous des croyances et des idéologies qui vont générer des manières d'agir, mais qui sont en nous. On a tous moi je considère qu'on a tous le fascisme en nous, et en fait, et on a tous l'émancipation et les affects libertaires en nous, et selon nos habitus sociaux et tout un tas de vécus, on va favoriser certains trucs. Donc, si on fait confiance à ce mode décisionnel et on essaye de faire attention quand même à ce que nos décisions aillent pas bloquer certains autres, en fait, après, on peut agir de manière assez fluide. Et bien sûr, il y a des gens qui au bout de 5 ans, ils ont toujours pas, ils acceptent pas et ils sont consommateurs. Voilà. Mais donc les invendus, c'est géré comme ça. Au début, alors je dis ça, cordonnier le plus mal chaussé. On a fait une réunion quand même le premier jour. On a une réunion. On s'est retrouvé au local pour dire est-ce qu'on le prend ou pas. Donc on visite le local et on dit c'est bon, on met 2000 balles sur la table pour passer à la première commande, on signe le bail. Et puis nos peurs étant là comme tout le monde, on fait mais le frais, on va pas réussir à le gérer, donc voilà, on commande mais pas de frais, hein. Alors que clairement, pourquoi on met un interdit qui empêche les gens de prendre des décisions, alors que le frais, ça peut se gérer de plein de manières différentes. Bon, une semaine plus tard, il y a une meuf qui est arrivée avec une glacière et des fromages de chèvre et qui a dit je vous emmerde avec votre pas de frais, et enfin elle a pas dit ça, mais je veux dire. Et du coup on avait des fromages de chèvre et du frais. Et puis après, il y a quelqu'un qui a filé un frigo. Ah oui, voilà. Voilà. C'est parti. Donc on a trouvé des solutions, quoi. Il y a des gens qui ont acheté des plateaux en solidarité. Il y a des gens qui ont bouffé des œufs vachement beaucoup pendant un moment. À un moment donné, il y a une dame qui a été voir un fournisseur de trucs super chers, parce que c'était ces trucs un peu machin, genre du thé matcha, ça vaut genre 120 € le kilo, machin. Donc en fait, les 50 grammes de thé, ça vaut 15 €. Et donc c'est resté pendant, en fait, à part elle. Enfin, si moi j'en ai pris, j'ai offert à ma mère, j'étais genre le truc que je ferais jamais je vais mettre un prix comme ça dans ça. Et du coup on savait pas quoi en faire. En fait, comme il y a d'autres épiceries, nous à force d'accompagner des collectifs dans le département où j'habite, aujourd'hui on en est à 7 ou 8 qui sont montés comme ça. Donc en fait on leur a refilé chacun 2 paquets. Donc on peut aussi faire de la solidarité inter-épicerie, on peut faire de la solidarité interpersonnelle, on peut faire de la solidarité intracommunautaire. Et parce qu'il y a un principe d'autogestion qui dit que en fait on est tous responsables des erreurs des autres, et pas l'erreur c'est de la faute de telle personne. En fait on aurait pu faire la même connerie, ou d'autres, et puisqu'on est humain, on fait des erreurs, et puisqu'on est humain, donc on gère collectivement l'erreur de chaque individuel, quoi. Après, je dis ça, c'est un peu bisounours, mais tout a l'air beau et gentil, mais non, on a plein de problèmes, hein. Genre, au bout d'un mois, il y a quelqu'un qui a dit bon, rien ne va plus, il faut faire une AG. Voilà. Alors que je parlais de cette tension libertaire centralisateur, donc il y a une personne qui avait tout de suite envie que ça se passe autrement, ou plus vite, ou plus je sais pas quoi, voilà. Et qui avait bien vu qu'une AG c'était un endroit où sachant pertinemment que c'était interdit dans le modèle pour garantir les interdits du modèle ne sont pas des interdits comme on a des interdits moraux, c'est l'interdit qui permet qu'on puisse avoir une égalité de pouvoir, quoi. Donc il y a tout un tas de gens qui ont dit non en fait tu vas pas faire une AG puisque en fait sinon t'es en train de détruire le projet dans l'œuf. Et cette tension elle existe encore aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent réinstituer là en ce moment même il y a des gens qui veulent foutre des commissions. Alors on essaie d'expliquer que des commissions de quoi on s'est retrouvé avec un trou dans la caisse l'année dernière. C'est marrant, d'habitude les gens ils posent la question quand même. Et on s'est retrouvé un trou dans la caisse parce que on a mal géré collectivement. En fait, on faisait pas trop attention si on avait assez de thunes dans la caisse, payer les charges fixes. Ce qui fait que probablement, depuis 5 ans, on perdait entre 5 et 1000 balles par an. Parce qu'en fait, on n'avait pas assez de gens qui mettaient... Parce que quand j'ai dit 40 balles par an, c'est un prix indicatif, c'est un prix libre. Et en fait, on avait fait le choix un peu de pas surveiller ce truc-là pour pas générer cette pression à payer plus ou je sais pas quoi.
et aussi au fait qu'on n'est pas censé tout gérer en fait, et que les gens sont censés se responsabiliser sur comment fonctionne la compta, vu que est-ce que dans un collectif de vie, dans une coloc ou dans une famille, on s'intéresse souvent aux finances. Donc c'est quand même bizarre que dans un collectif, il y a plein de gens, ils sont jamais intéressés de si c'était s'il y avait un trou dans la caisse ou pas, quoi. Et donc il y avait un peu un truc, une volonté un peu parce que le problème c'est que dans l'autogestion, on peut aussi se retrouver rapidement à prendre du pouvoir il faut que tout soit bien géré. Et donc il y a un peu un truc pédagogique, on va laisser les trucs mal gérés jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est mal géré. Et donc il y a des gens qui ont commencé qui ont envoyé des mails pour dire regardez la compta, à mon avis on doit pas être bien, donc ça serait bien qu'il y ait des gens qui se mettent là-dessus. Bon, ça intéresse personne, une fois, 2 fois, 3 fois, on oublie, 5 ans plus tard, il manque 3000 balles dans la caisse. Alors 3000 balles dans la caisse, ça représente 30 € par personne en fait. Mais n'empêche que ça a créé une crise de confiance chez certains, la croyance qu'il y a des gens qui ont piqué dans la caisse, alors qu'a priori c'était plutôt la croyance que c'est mal géré parce que ça ne peut pas marcher comme ça, parce que c'est l'égalité politique qui est mauvaise et pas juste le fait que collectivement, en fait, il peut y avoir des mauvais gestionnaires quand ils sont un petit groupe, souvent. Et donc ce désir centralisateur ou ce désir de moi je pense mieux que les autres et si on faisait comme à ma manière ça marcherait beaucoup mieux, revient comme ça par ce phénomène-là, ou de gens qui ont un désir de sauveur, de justicier, quoi. Je vais sauver la COP grâce à moi, machin. Et donc si je crée des commissions qui vont fonctionner comme moi je le dis, alors ça va mieux fonctionner. Sans voir tous les effets en cascade qui vont générer, c'est-à-dire, vu qu'il y aura des responsables, moi, tu me nommes un responsable, je fous plus rien, en fait. Vu qu'il a le titre, le pouvoir, la reconnaissance, je peux me faire chier à taper, en fait. Je vais aller consommer, maintenant. Enfin, je caricature un peu, mais, du coup, ça va générer tous les effets de centralisation de l'information, des investissements des gens qui se sentent plus impliqués, qui comprennent plus, déjà que c'est compliqué d'impliquer des gens. Si en plus ils n'ont pas de pouvoir, ni de légitimité, et nous, on a des épiceries qui ont voulu se monter sur ce modèle-là, et dès le début, il y a eu cette tension qui a été remportée par les centralisateurs, et en fait, ils n'ont jamais réussi à se dépêtrer de ce truc, parce que ceux qui ont pris le pouvoir dès le départ, ils l'ont gardé. Et ce désir-là de recréer de la centralisation, il existe chez certaines personnes, alternatives, à tour de rôle, et donc c'est une tension de la même manière que dans les milieux centralisés, il y a cette tension des décentralisateurs à casser les hiérarchies. Le modèle que tu présentais juste avant, c'est de dire que justement il n'y a pas de responsable. Mais vous avez quand même eu un trou dans la compta qui a généré des problématiques au niveau du groupe. Il y a toujours les avantages et les inconvénients. On est des humains du coup. Non mais on reste des humains, je veux dire, c'est pas parce que on fait de l'autogestion qu'on est... Mais est-ce que c'est là le problème en fait? Est-ce que c'est pas dans les outils de communication ou si, non mais après, du coup, ces problèmes génèrent ensuite tout un tas de réactions, de gens qui se repositionnent par rapport au projet, de gens qui veulent mettre en place des nouveaux trucs, grâce à ce phénomène-là, on a changé quand même tout un tas de trucs dans l'épicerie pour que ça soit, du coup, on a créé un deuxième compte spécifique pour les charges fixes, où en fait, comme ça, on sait combien on a pile sur le compte, les charges, on sait combien elles sont, donc si on a le bon montant, on adhère tous à la même date, alors qu'avant on n'adhérait pas forcément à la même date, du coup on a un suivi beaucoup plus simple. Est-ce que suite au nombre dont tu parlais tout à l'heure, il y a un nombre un peu tampon, qu'à 250 on se connaît plus bien, qu'à 120 ça tourne, en tout cas ça fonctionne à peu près, est-ce que vous refusez des personnes et est-ce que vous donnez le droit pour un usager ou une usagère qui aurait des pratiques un peu, je sais pas, frauduleuses, je sais pas quoi, de l'exclusion, comment ça marche de ce côté-là? Dans les statuts types là qu'on a écrits, on était un peu mal à l'aise avec ce truc d'exclusion, on savait pas trop comment le gérer dans ce cadre-là, donc on a mis des trucs un peu type qu'il y a dans les assos pour si des collectifs veulent mettre un truc d'exclusion, donc en fait à réfléchir ce truc d'exclusion. Par rapport à quoi en fait? C'est-à-dire s'il y a du vol par exemple. Ouais, je pensais à ça, ouais, parce que... je pense, mais pour l'instant on n'a pas eu ce cas-là, quelqu'un qui serait chopé par sa communauté en train de le voler, je suis pas sûr qu'il oserait rester de ouf en fait. Et donc, peut-être, on lui tomberait dessus de manière. Donc il n'y a pas besoin d'un truc formel d'exclusion.
Après, il pourrait toujours venir faire ses courses en disant je vous emmerde, je sais pas quoi. Bon. Donc peut-être quand même mettre un mécanisme d'exclusion. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, nous, Ça n'existe pas parce qu'il y en a pas. il y a peut-être des choses à régler d'un point de vue communautaire avec cette personne, que peut-être cette personne a des problèmes financiers et que peut-être en fait faut lui payer une adhésion. Enfin, tu vois. Encore une fois, est-ce que les erreurs sont individuelles? Est-ce que les erreurs sont individuelles ou collectives? C'est si on accepte qu'il y ait des humains qui soient moins payés que d'autres, et donc est-ce qu'on accepte le vol en fait? Enfin, pour faire l'anarchiste de base de la propriété, c'est le vol. Bah du coup, est-ce que le voleur, c'est quelqu'un de fautif ou c'est quelqu'un qui rétablit en fait l'humanité? Je sais pas. Il y a des collectifs qui sont montés jusqu'à 250 et alors il n'y a pas que l'histoire des humains qui se connaissent pas, il y a aussi la taille des locaux. Souvent, quand t'as des locaux de 50, 60 mètres carrés, ce qui est les gros locaux, c'est plus compliqué à trouver que les petits locaux. Bah tu te marches dessus, les produits partent en 2 secondes. Faut faire des commandes tous les matins, chiant en fait. Donc et puis après il y a un truc de proximité. Pourquoi on n'en crée pas une deuxième 10 km plus loin, que ça simplifierait la vie de plein de personnes qui habitent à 10 km. Donc voilà, après il y a des trucs pseudo-scientifiques qu'on peut avancer. Il y a des anthropologues qu'on réfléchit à la grandeur maximum d'une communauté humaine décente ou d'une communauté humaine qui peut tisser des liens. Il y a un truc qui s'appelle le nombre de Dunbar par exemple, qui dit que en moyenne on peut pas entretenir des relations avec plus de 147 personnes, je crois, un truc comme ça. Et c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils peuvent avoir 500, et puis d'autres, à 8, ils sont au max, enfin, je sais pas. Enfin, peut-être pas 8, mais bon. Mais bon, c'est des trucs, il n'y a pas un consensus scientifique de malade là-dessus. Il y a plein de théories politiques qui parlent les théories municipalistes, etc., qu'il faudrait étaler des communautés de maximum 1000 personnes et aussi pour des questions écologiques en fait. À un moment donné, plus tu mets du monde sur un petit territoire, plus tu détruis un territoire. Enfin, bon, il y a ce genre de réflexions qui vont se mettre là-dedans. Donc des nombres maximum en fait, on n'en sait rien. C'est juste que empiriquement, les gens qui ont mis des jauges aujourd'hui, ils ont arrêté à 250. Et par contre, le minimum, en fait, à 1, ça marche. C'est-à-dire, tu peux te commander ta palette chez toi, tu vas mettre un peu de temps à l'écouler, c'est juste pas très... je veux dire, c'est bien tout seul, tu fais de la politique avec toi-même, tu vois. Mais après, si tu veux de la force collective, on va dire, je sais pas, en général, enfin, le plus petit du truc, tu sais, pour que ça commence un peu à ressembler à quelque chose, c'est peut-être 20 personnes, je sais pas. Ouais. Bah, si quelqu'un, par exemple, il y a quelqu'un qui arrive, par exemple, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a piqué un truc. Ouais. C'est parce que c'est quelqu'un qui est dans le besoin, en fait, mais qui a quand même envie de participer, qui se retrouve dans le besoin à un moment donné, parce que ça fait 3 mois qu'il est au chômage, qu'il a une perte de revenus pendant 3 ou 4 mois. Est-ce que ça pourrait être... parce que là, une centaine de personnes avec un budget comme ça, on peut presque pérenniser un mi-temps ou un truc comme ça au sein d'une asso, ça peut avoir du sens, quoi. Enfin, on revient sur la question de... C'est quoi ton prénom? Enfin, je sais pas. Joy, de Joy tout à l'heure, sur les bénéfices humains. Ça pourrait être un bénéfice humain, mais qu'est-ce qu'on perd de l'autre côté? Et là, le problème du salariat, c'est tout ce que va générer le salariat dans un collectif. Nous, on estime que, tu vois, sur une échelle d'autogestion, je te parle de nous, notre point de vue en tant qu'asso, là, on dit que dès qu'il y a salariat, on sort de l'autogestion libertaire. Mais c'est notre point de vue, hein. Parce que, en fait, le salarié, il va se retrouver avec toutes les tâches que les autres veulent pas faire. Ça sera de manière objective la personne qui sera la plus compétente de l'épicerie. Et donc, c'est la personne qui a du pouvoir et En fait, le salarié, il aura un pouvoir bizarre, c'est-à-dire qu'il aura tout le pouvoir du sachant, et il aura la subordination qui lui dit qu'il n'est pas autonome, qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, mais en fait, donc il va faire des trucs de manière autonome parce qu'il a le pouvoir et qu'il voit mieux que les autres ce qu'il y a à faire, et par contre, on va lui confier tout un tas de trucs qu'on veut plus faire, donc on va commencer à créer des oppressions de merde, comme lui coller sur le dos la responsabilité du ménage, tiens. Voilà. de dysfonctionnement, Ah bah oui, et puis ça, on pourrait faire une discussion de 2 heures sur qu'est-ce que génère le salariat entre les humains. Oui, non, mais ça c'est clair. Donc voilà, sous couvert de ça. C'est l'exploitation, le chômage, c'est la misère. d'aide pour une situation de crise, de solidarité peut-être. Voilà, c'est ça, je pensais à ça éventuellement, une solidarité. De donc, enfin je sais pas si c'est déjà arrivé, mais ça pourrait être peut-être plus ce genre de choses à penser, à développer, quoi, que salariat.
Ouais, il y a des expériences de mutuelles de thunes, la sécu. Mais c'est incroyable. La sécurité sociale. Si on est au chômage, malade et dans la vieillesse, en fait, on a le droit de vivre. Le travail des autres nous fait vivre, quoi, en fait. Mais après, bon, la Sécu pose d'autres problèmes aussi, puisqu'elle est basée pour l'instant, en tout cas, sur l'emploi et la production. Mais c'est pas le débat. Touche l'alimentaire. Vous avez eu des rencontres avec des gens qui pratiquent et qui essaient de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation, comme la Confédération paysanne, qui a mis ça en place à certains endroits, qui essaie de travailler là-dessus, parce qu'en fait, il se trouve qu'on est dans un pays qu'on a besoin, il y a plein de gens qui crèvent la dalle, et comme vous avez commencé à rentrer dans un petit recoin du système alimentaire, est-ce que vous avez pensé un peu à ça, ou c'est pas... On y a pensé plein de fois, après, comme tous les assos, on n'est pas 150, donc on aimerait faire plein de trucs, on n'a pas le temps, probablement qu'il y a des gens... il y a plein de spécifiquement dans cette épicerie, nous on est sur un territoire qui est quand même compliqué du point de vue dans l'Aisne, 02 au nord, en Picardie, pour ceux à qui ça parle. La Confédération paysanne, ils sont pas 150, donc mais mais chez nous, dans notre département. Donc je sais qu'ils aimeraient, il y en a qui veulent pousser ce truc-là, mais bon voilà. Mais après, au niveau national, ce serait bien qu'on puisse avoir du dialogue là-dessus entre assos. Par exemple, quel impact d'une sécurité sociale d'alimentation sur l'autogestion ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui auraient des paniers dont ils pourraient dépendre, et donc ça générerait du travail obligatoire pour les gens de l'épicerie. Parce que si par exemple tu as 150 € par mois, tu en as besoin, tu as besoin de manger. Parce que nous, en fait, des fois, ça c'est un des écueils, une des choses qu'il faut accepter à ce stade de la culture de l'autogestion en France, c'est que des fois il n'y a pas de produits dans les rayons, parce que les gens ils sont partis en vacances, ils ont déménagé, ils ont oublié de préciser qu'ils avaient déménagé et qu'ils s'occupent plus de la commande, et au bout de 3 mois qu'on se dit mais pourquoi il n'y a plus les produits, et que mais l'autre il est parti, faut qu'on reprenne la commande, d'accord. Donc il faut accepter que c'est pas un magasin, en fait, c'est pas un lieu de consommation, c'est un lieu où on se rend un service commun qui est à la mesure de ce qu'on arrive à faire en l'état actuel. Un garde-manger collectif. Voilà. Mais qui pourrait être ultra florissant de malade, en fait, si on était un peu au taquet là-dessus, on aurait une épicerie de malade. Admettons, moi je vais fabriquer j'en sais rien, de la confiture avec des trucs qui poussent dans mon jardin ou quoi, et à quel point ça peut pas devenir justement un producteur vient s'emparer de ce truc-là pour se faire de la thune, genre en mode du coup je vais me commander 100 balles de confiture et puis du coup je gagne 100 € alors qu'en fait je la mets à disposition et les gens prennent la confiture s'ils veulent. À quel point ça peut dériver faire un truc comme ça facilement ou pas, ou est-ce que... tant mieux, je sais pas. Non mais non mais je veux dire, il y a un producteur, il bosse gratuitement pour la communauté qui vient de bosser. Nous on l'a déjà fait avec... Du coup non, c'est pas si gratuit parce que du coup c'est comme si cet argent que tous les gens ont mis paye ce producteur-là qui est moi du coup qui est aussi un consommateur quoi, mais du coup toi je me fais une facture moi-même quoi en fait. Mais donc là on a plusieurs problèmes juridiques et des problèmes humains. Donc les problèmes humains c'est que en effet si t'arrives et qu'en fait il n'y a plus que ta confiture, là ça va pas aller. En fait si ton travail... Surtout si elle est pas bonne en plus. Non, même si elle est bonne. Là, le problème est réglé. En fait, je sais pas, nous on a 50 ou 60 000 € de chiffre d'affaires par an. Si tu mets 100 balles de confiture tous les 3 mois, pas d'effet, gagnant-gagnant, machin. Donc il y a un jeu de responsabilité vis-à-vis du collectif. Est-ce que tes confitures sont consommées déjà ? Parce que, en fait, s'il y a 800 balles de confitures qui sont prises par mois, c'est que, a priori, ça avait toute sa place. Bon, je crois pas trop, mais je veux dire, voilà. Pour des confitures, je parle, mais un producteur ne doit pas avoir une relation privilégiée. Et là, en fait, ça serait requalifié. Il y aurait des incidences juridiques sur tout le modèle, puisque, en fait, on serait considéré comme un commerce, puisqu'on noue des partenariats exclusifs avec un producteur. Donc ça, il faut surtout pas. Il faut pas que le producteur il soit autre chose qu'un fournisseur lambda et que sa position le favorise.
Donc il faut, si en fait il y a, comme dans n'importe quel autre magasin normal, entre guillemets, il y a au moins 18 marques de confiture, bah, en fait, qui viennent gérer son petit rayon de confiture. En fait, en plus les Carrefour, les machins, maintenant, ils sont tellement dans une pressurisation des producteurs qu'ils demandent aux producteurs de venir ranger les produits dans les rayons. Sauf que eux, ils récupèrent pas et en plus, ils doivent faire le prix pas cher. Donc, nous, on a eu quelques producteurs qui venaient s'occuper eux-mêmes du rayon parce que ils ramènent le miel, la bière, je sais pas quoi. Bah, ça nous fait... Mais sans abuser du truc, en fait, dès lors que tu vas commencer à abuser du truc, on est censé là être collectivement vigilant à une prise de pouvoir, quoi.